buts, avec des Français, avec des bonnes nouvelles. On a tout ça sur le plateau, là, tout de suite. Hein. C'est vrai que c'est pas tous les jours comme ça. Bah oui, non, c'était beau. Et puis c'est officiel. Surtout, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà, ce n'est pas rien. Victoire face aux Suisses de Bâle. Voilà, mais vous allez le voir, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Tout a parfaitement démarré pourtant pour les Parisiens. En blanc, gros pressing d'entrée. Les Suisses sont quasi inexistants. Mais les Parisiens ouvrent le score avant la pause. À l'origine, alors c'est une frappe non cadrée de Thomas Meunier. Vous allez la voir ici. Mais c'est le mollet de Blaise Matuidi qui se charge du reste. Voilà, 1-0. Malheureusement, c'est ce qu'on ne voulait pas voir. Et en même temps, la frappe est splendide. Les Suisses surprennent tout le monde en égalisant en fin de match. 1 partout. On se dirige vers le match nul quand soudain, magnifique reprise de Thomas Meunier. C'est beau, hein? C'est du 47, il chose du 47. Il paraît que c'est grâce à ça, vous m'avez dit, grâce à sa grande godasse qu'il a pu mettre ce but. Et donc victoire des Parisiens, 2-1. Alors je vous le disais, les Français ont brillé hier soir en Ligue des Champions. Après Thomas Meunier, eh bien Antoine Griezmann, il a permis à lui tout seul d'envoyer l'Atlético Madrid directement en 8e de finale. Vous connaissez le nom de ce truc? Mais non, je ne sais pas, c'est du génie pour moi. Oui, ça, je sais pas. Bah, tiens, on demandera. Ouais, c'est un ciseau retourné un petit peu, voilà. Un ciseau retourné. Et il a marqué un doublé contre les Russes du FC Rostov. Voilà, après cette petite figure acrobatique. Il est en forme. Je vous rappelle qu'il a été élu meilleur joueur du championnat espagnol la semaine dernière. Il a été nominé pour le Ballon d'Or et il a encore prouvé l'étendue de son talent hier soir. Doublé donc en Ligue des Champions. Victoire de son équipe, 2-1. Troisième Français en réussite, j'ai nommé Olivier Giroud, buteur avec Arsenal hier soir. Son équipe s'est imposée 3-2 face au Bulgare de Ludo Goretz. Direction les 8e de finale pour lui et les Gunners. Et dernier résultat, Manchester City s'est vengé hier. Vous vous souvenez? Après la raclée infligée par le FC Barcelone. 4-0, ils avaient perdu. Exactement, 4-0. Et les hommes de Pep Guardiola se sont rattrapés en s'imposant 3-1 face au FC Barcelone. Et bien voilà, Et ce soir, il y a Lyon qui joue et Monaco aussi. On va voir si ce sera aussi joli. Maintenant, on va parler tennis, avec aussi de bonnes et de mauvaises nouvelles, les deux. Oui, c'est plus ou moins. C'est la suite du Masters 1000 de Paris. Donc, il y avait 4 Français sur les cours, 2 victoires, 2 défaites. Bon, voilà, c'est moyen. On va quand même commencer par une victoire, celle de Richard Gasquet, 19e mondial, qui a été opposé à l'Américain Steve Johnson. Donc, Richard Gasquet est en haut de l'écran, il est en noir. Donc, Steve Johnson est 33e mondial. Le deuxième set a été très accroché, mais Richard Gasquet s'impose 6-4. 7-6 après 1h55 de jeu. Et demain, il affrontera Jack Sock ou Dominic Thiem en 8e de finale. On saura ça aujourd'hui. L'autre victoire française est décrochée par Nicolas Mahut, c'est lui. Il fait tomber le Slovaque Martin Klizan en 3-7, 4-6, 6-4, 6-3. Il est qualifié pour les 16e de finale et au prochain tour, il affrontera un Belge, David Goffin, tête de série, numéro 8. Voilà pour les 2 victoires tricolores. Les défaites maintenant, oui, il faut bien en parler. Hein. Après Adrian Manarino, défaite de Pierre-Hugues Herbert. Il est en haut de l'écran, il a été éliminé dès le premier tour. Son bourreau est espagnol, il se nomme Feliciano Lopez, 30e mondial. Alors sur le papier, on savait que ce match allait être compliqué pour Herbert, qui est 87e. Et ça n'a pas loupé, défaite en 1h36. Et donc Feliciano Lopez affrontera Jo-Wilfried Tsonga. Exactement. Et Lucas Pouille, pardon. Pardon, Lucas Pouille. Lucas Pouille. Et Jo-Wilfried Tsonga jouera lui aussi aujourd'hui. Mais ce ne sera pas face à lui. Et c'est bien parce qu'on a vu que j'y connaissais rien en tennis, vu que j'ai dit exactement, alors que c'était une erreur. C'est juste que vous ne m'écoutez pas, en fait. Mais si, je ne fais que ça, je bois vos paroles. Le speed flying, oui, bien sûr, vous dites, qu'est-ce que c'est que le speed flying? On ne sait pas, mais Émilie adore le speed flying. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aime bien, surtout que ce sont des images très impressionnantes. Je vous amène en Roumanie. Donc pour du speed flying, vous allez mieux comprendre en quoi cela consiste. Ce sont les bonshommes avec les petites... Oui, c'est une sorte de parapente, du parapente de vitesse. Donc là, on est en caméra embarquée avec Jamie Lee, un pilote néo-zélandais qui est spécialisé donc en speed flying. Voilà, ne le reproduisez pas chez vous, Thomas. C'est dangereux. C'est une pratique donc, du parapente. Donc, il y a une voile au-dessus de lui. Et le principe, c'est de réaliser des vols au ras du sol. C'est un peu du parapente de vitesse, mais la voile est plus petite, ce qui permet d'aller plus vite et de manier plus facilement la voile. Mais c'est moins dangereux quand même que la combinaison où on a vu, il y a encore eu un mort récemment. Franchement, quand je vois ces images, je ne sais pas ce qui est le plus dangereux ou pas, mais oui, en tout cas, c'est impressionnant. Si, on va dire que c'est moins dangereux. Si, c'est moins dangereux. Enfin bon, quand même, vous ne faites pas ça à la maison. Merci beaucoup. Allez-y, faites-le, c'est moins dangereux. On va s'intéresser. Alors, c'est la musique du guépard, et c'est même la scène du bal, la fameuse scène du bal qui dure plus de 30 minutes. Et que c'est grandiose. C'est grandiose, c'est magnifique. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Il Maestro,
comme on l'appelle, Ouais. est issu d'une très très grande famille. Au départ, pas du tout destiné à faire du cinéma. A priori, non. Il a gagné de son père un titre nobiliaire et puis surtout une passion pour le théâtre. Mais le nom de Visconti est surtout célèbre dans l'histoire de France parce que figurez-vous que plusieurs membres de la famille ont épousé des fils ou des filles de rois de France. Et il y a notamment une petite fille qui s'appelle Valentine Visconti, qui est l'arrière-grand-mère de François Ier. Et là, François Ier va vouloir cet héritage. Du coup, il va partir en Italie. Ce sont les guerres d'Italie et notamment la bataille de Marignan. La fameuse. Donc, vous voyez que tout cela est lié avec la France. Voilà pourquoi, sans doute, Luchino Visconti, qui voit le jour il y a exactement 110 ans aujourd'hui, puisque c'était le 2 novembre 1906, voilà pourquoi il va sûrement venir en France, parce que c'est un passionné de l'art, c'est un passionné de culture. D'abord, il se passionne pour les chevaux. Alors, vous allez me dire, quel rapport? Ben non, il n'y en a L'art pas. et la culture, oui. Il n'y en a pas, absolument. Et il va venir à Paris, et c'est là qu'il va rencontrer le cinéma, c'est là qu'il va commencer à entrer, mais par la petite porte, c'est-à-dire pas comme réalisateur, pas comme assistant, mais tout simplement comme décorateur. Il a une vraie passion et il a surtout de l'or dans les doigts, parce que c'est un esthète en culture, c'est un homme qui a tous les savoirs, toutes les cultures. Donc il va vraiment transformer cette culture en savoir-faire. Sur des décors français. Alors oui, notamment sur les films de Jean Renoir. Il va commencer par travailler avec Jean Renoir. Alors je vous propose de regarder quelques images. On va repartir un peu dans le temps, puis on va l'écouter. C'est pas mal aussi, surtout qu'il parle merveilleusement le français. Voilà la famille Visconti. Il est avec son papa, lui il est en bas à gauche. Vous voyez le petit garçon que l'on voit sur l'écran. C'est lui, Luchino Visconti, qui se passionne d'abord pour les chevaux, figurez-vous, l'élevage des chevaux, et surtout la race chevaline qu'il veut transformer. Et puis, il y a ce prix, voilà, quelques images comme ça de souvenirs. Hein. Là, c'est la Palme d'Or 1963 pour le Guépard. Armand Salacrou qui lui a remis comme président du jury. Jeanne Moreau, à ses côtés, vous l'avez remarqué. Et puis le voilà, le maître, il est à Venise. Pourquoi à Venise? Parce qu'évidemment, il y a Mort à Venise parmi les grands films du maître. Et on le voit là, en train de mettre en scène ses acteurs pendant ce film. Et il va répondre à une question d'un journaliste. Pour vous, est-ce que c'était un projet ancien que ce film Mort à Venise? Écoutez la réponse du maître. Il parle en français. C'était un projet ancien et c'était pas un projet ancien. Ce sont des projets qui restent là pendant des années et que peut-être auxquels vous ne pensez plus pendant quelque temps. Et puis à un certain moment de votre carrière, de votre vie, les projets ressortent tout seuls et vous demandent d'être réalisés. J'ai toujours dit que c'est pas moi qui ai choisi la Mort à Venise, c'est la Mort à Venise qui m'a choisi. C'est beau comme Mais comme il n'a réponse. absolument aucun accent, en fait. Hein. C'est remarquable. Alors là, c'est la fin de son existence, 1976. Il disparaît à l'âge de 69 ans. Évidemment, l'Italie tout entière le pleure, le monde du cinéma aussi. Il a choisi d'être incinéré et ses cendres seront installées sous un énorme rocher dans sa propriété face à Naples. Lui, il était de Milan, enfin sa famille fait partie de l'histoire du Milanais. Les Visconti ont régné sur Milan et le Milanais entre le XIIe et le XVe siècle. C'est dire s'il a derrière lui, sur le poids de ses épaules, un passé extraordinaire. Et puis alors nous, Visconti, c'est quand même Rocco et ses frères, parce qu'on a parlé du Guépard, Oui. on a parlé de Mort à Venise. C'est vrai que c'est particulièrement lié à l'histoire italienne, mais chez nous, c'est Rocco et ses frères, c'était un monument. Et puis alors, avec des acteurs extraordinaires. Delon, on l'a vu tout à l'heure, il y avait une image où on le voyait en train de remettre le bandeau de Delon. Regardez cette image, merci. Et puis Burt Lancaster qui fait plus italien que n'importe quel Italien et qui l'a fait tourner dans ses films. C'est extraordinaire Alors la qu'il façon était américain. dont il savait diriger les acteurs. Merci beaucoup, Merci. Mon cher Frédéric Gersal. Vous avez une petite... Non, petite rien voix du ce tout, matin rien. On va vous mettre du miel. Un On petit chat. va commander tout de suite un petit peu de miel. On va s'intéresser à l'emploi, bien entendu, parce que Sophie Pignal, elle, va s'intéresser à quelque chose de nouveau. Alors en fait, c'est quoi? C'est très simple, c'est ce qu'on appelle le temps partagé. Le temps partagé, c'est un salarié, un employé, qui va faire plusieurs entreprises. Est-ce que c'est intéressant pour le salarié? Est-ce que c'est intéressant pour l'employeur? Eh bien, Sophie Pignal et son équipe sont allés vérifier sur place. Dans cette entreprise qui fabrique des pigments de peinture, François occupe la fonction de DRH. Il travaille à temps partagé. Dans cette entreprise, on développe et on produit de la peinture pour l'industrie automobile essentiellement. Nous sommes que 136 et donc on n'a pas besoin d'un DRH à temps plein 5 jours par semaine.
Ça fait 3 ans et demi que je travaille à temps partagé. Je travaille pour plusieurs sociétés. Ici, vous voyez qu'on fabrique de la peinture pour l'industrie. Je travaille dans un groupe de travaux publics et dans une société qui fait de la production cinématographique. Ce changement d'environnement, de problématiques RH, c'est ça qui m'a beaucoup attiré. Et en plus, l'avantage des PME, c'est que on a une proximité plus importante avec le terrain, plus importante avec les dirigeants. Les décisions se prennent beaucoup plus vite et c'est ça aussi qui m'attire. Le fait que notre salarié travaille pour d'autres entreprises, au contraire, je trouve que c'est une formidable richesse. Ça lui permet de capitaliser sur ce qu'il peut apprendre à l'extérieur. Dans cette entreprise de jeux vidéo, Christophe est lui aussi DRH. Il a également choisi de travailler à temps partagé, mais il a préféré opter pour le statut d'indépendant. C'est un choix que j'ai réalisé l'année dernière. Je souhaitais exercer mon métier de façon un peu différente, ayant été salarié de grandes entreprises pendant quelques années. On est dans les locaux du 3e éditeur de jeux vidéo en France. Nous sommes une entreprise en forte croissance. On a donc fait appel à des gens à l'extérieur de l'entreprise qui nous apportent à temps partagé, c'est-à-dire quelques jours par semaine, les expertises, leur savoir-faire. Pour moi, c'est une super solution pour les PME. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de flexibilité, on ne paie que pour le temps qu'il nous faut et pourtant on a accès à des experts qui nous apportent une vraie savoir-faire qu'on ne peut pas forcément maîtriser en interne. C'est souvent à la suite d'un changement de situation professionnelle que les salariés optent pour le temps partagé. Et pourtant, ils sont 70% à se déclarer satisfaits de cette nouvelle organisation de leur travail. Le travail à temps partagé existe depuis 25 ans. C'est démarré dans les petites structures, les TPE, PME, qui n'avaient pas forcément des besoins à temps plein d'experts. Historiquement, c'était plutôt l'emploi des seniors. Et ce que nous découvrons de plus en plus, c'est qu'il y a un rajeunissement. C'est un vrai choix de carrière aujourd'hui. Donc on voit des quadras qui font ce choix aujourd'hui de dire « je veux continuer ma carrière à temps partagé ». Vous souhaitez en savoir plus? Eh bien, n'hésitez pas, connectez-vous sur cette adresse internet. Merci Sophie. Dans un instant, nous allons parler météo, mais tout de suite, c'est la pause par la case publicité. Mais avant cela, nous allons partir pour un sans frontières. Direction la Chine avec Arnaud Miguet. Alors, hier, chez nous, c'était la Toussaint. Aujourd'hui, c'est la fête des morts pour la religion catholique. Et justement, en Chine, pays communiste, on parle finalement assez peu de religion, Arnaud. Communisme ne rime pas vraiment avec religion. Et on ne peut pas dire que la révolution culturelle ait beaucoup aidé à cela. D'ailleurs, du temps de la Chine impériale, l'empereur était fils du ciel. Ça ne laisse pas beaucoup de place non plus aux autres dieux. Alors vous le savez, la Chine change, la Chine s'est convertie à l'économie de marché, au consumérisme, à l'individualisme. D'ailleurs, nous sommes dans l'une des villes, Pékin, où il y a le plus de milliardaires au monde. Et c'est tout le paradoxe, car il y a aujourd'hui en Chine un renouveau religieux. Il y a donc sous le même drapeau ceux qui dépensent et ceux qui prient. Comme nous le montre ce reportage de Martine Laroche-Joubert et de Gaël Caron, qui sont allés à quelques milliers de kilomètres de là, dans une des montagnes sacrées du bouddhisme. Le bouddhisme est la première religion en Chine. Regardez. Sous le drapeau rouge de la Chine communiste, un autre monde. Mystique. Recueilli. Cette femme gravit sur ses genoux, une à une, les marches de cette montagne sacrée, dédiée au bouddhisme. Ici, l'union de la terre et du ciel est symbolisée par ces pics. Autre caractère sacré, pour ces moines, cette montagne est la demeure du roi de la terre. Le roi de la terre s'occupe de l'enfer. Il y a des personnes âgées qui ont peur de ne pas être pardonnées à leur mort. Alors je les amène ici, tant qu'il est encore temps pour prier. Les prières pour se purifier et consoler l'âme des défunts s'enchaînent plusieurs fois par jour. Des cérémonies devant la relique la plus sacrée de ce temple, le corps réduit et embaumé d'un moine du XVIe siècle. Au dehors, les guides bâtissent la légende. Pendant la révolution culturelle, cette relique a été cachée, enterrée par un moine derrière ce temple, dans la montagne. 1966-1976,
la révolution culturelle. Le petit livre rouge devient la nouvelle religion sous l'autorité du grand timonier, Mao Tse-tung. Des milliers de temples, de statues de Bouddha sont détruits. Symbole d'un ordre ancien et dépassé. Aujourd'hui, la révolution culturelle n'est plus qu'un chapitre des livres d'histoire étudiés par ses enfants. Ils viennent prier ici, en famille. À la nuit tombée, les temples de la montagne sacrée se referment sur les moines. Il y a plus de 100 millions de bouddhistes en Chine. Pour les croyants, cette montagne est signe d'immortalité. Alors, il y a le bouddhisme, d'ailleurs, qui n'est pas forcément considéré comme une religion tout le temps, mais il y a d'autres religions aussi dans l'Empire du Milieu, c'est ça Arnaud, hein? Il y a beaucoup de philosophie, beaucoup de superstitions dans ce pays, mais finalement très peu de pratiquants d'une des 5 religions officielles reconnues par la République populaire de Chine, le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme, on l'a vu, mais aussi la chrétienté avec le catholicisme, le protestantisme, mais aussi l'islam. On estime qu'il y a moins de 200 millions de pratiquants dans un pays finalement d'1,3 milliard d'habitants. C'est relativement peu. Nous sommes dans l'un des pays où le pourcentage de pratiquants est finalement l'un des plus bas au monde. Merci beaucoup Arnaud. Et la laïcité. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des soldats de François Hollande, un fidèle, un loyal, un vrai. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui ne voit pas, qui n'entend pas la colère de votre famille politique? Je suis un fidèle de mon engagement politique. Je suis de gauche, je suis socialiste. Et je soutiens le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, parce qu'ils sont à leur tâche. Le président de la République l'a rappelé. Et être à sa tâche, c'est essayer de remettre la politique au centre du dispositif. Il y en a marre des petites phrases. Stop aux commentaires, des commentaires, du commentaire. Je pense qu'il faut dire à nos concitoyens... C'est à François Hollande que vous envoyez ce non, message, je parle à le tout le monde. commentaire du commentaire, non, du commentaire de son action. C'est ça qu'il a fait. Je parle à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il faut parler aux Françaises et aux Français. Au moment où la droite est dans sa primaire, où la gauche termine ce quinquennat difficile, nous aurons rencontré les pires difficultés. Nous devons expliquer ce que nous avons fait et faire la comparaison. La comparaison. Remettre le débat politique, remettre de la rationalité. Nous devons, dites-vous, Alain Rousset, président de région, a dit au président de la République, en gros, il faut la fermer. Les mots sont extrêmement violents. Quand vous dites il faut expliquer, peut-être commencer par dire à vos amis de baisser d'un ton. Non mais c'est ce que je fais ce matin avec vous, Caroline Roux. Je n'ai aucun conseil à donner à quiconque. Je pense simplement que chacun doit être à sa tâche, que chacun doit faire ce travail d'explication. Regardez, un exemple, la politique aujourd'hui, quand on rencontre des gens, j'en ai rencontré beaucoup ce week-end, ils sont un peu écœurés de la façon dont elle se passe. Quand j'entends le président par intérim des Républicains, Laurent Wauquiez, dire que si François Hollande disparaissait, Gérard Larcher ferait un bon président de la République, mais c'est une honte. Quand j'entends Bruno Le Maire, candidat à la primaire, dire « je ne respecte pas François Hollande », ce n'est pas possible. Tout ça, ça ne va pas. Et il faut dire aux Françaises et aux Français qui peuvent être intéressés par s'abstenir ou aller voter pour l'extrême droite, leur dire que ce sont des voies sans issue. La seule possibilité, c'est de remettre une confrontation, un débat entre la droite et la gauche sur le fond des sujets. C'est bien ce que je disais en commençant cette émission. Vous êtes un loyal, vous êtes un fidèle, ça veut dire que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas ce qui se passe au sein même de votre famille politique. Mais j'entends Depuis la publication de ce livre de Confidences de François Hollande, il y a un malaise. Est-ce que vous reconnaissez ce malaise? Est-ce que le président est hors sol ou est-ce qu'il en est conscient? Je ne pense pas que le président soit hors sol et je ne pense pas être totalement déconnecté. Je perçois ce qui se passe au plus profond de la société. Quelle leçon vous en tirez alors? Je vais vous dire à nouveau, je perçois ce qui se passe au plus profond de la société. J'écoute mes amis socialistes, j'écoute les amis que j'ai pu voir pendant tout ce week-end lorsque nous discutions. Qu'est-ce qu'ils vous disent? J'entends tout cela. Ils nous disent la politique ne va pas. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien ce qui se passe. On ne s'intéresse pas au fond des choses, on s'intéresse à l'écume. Eh bien, moi, je veux remettre de la rationalité, de la sérénité dans ce débat. Est-ce que le premier responsable n'est pas le président de la République lui-même? Je ne suis pas là pour chercher des responsabilités. Je suis là pour trouver la voie, le chemin, certes ténu, pour dire qu'aujourd'hui, la gauche n'est pas éliminée de l'élection présidentielle. Enfin, c'est quoi cette histoire? On nous dit le gagnant de la primaire de la droite sera le futur président de la République. C'est ce que disent les sondages. Non, mais les sondages à 6 mois ou à 8 mois, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est
que le peuple de France, que les Françaises et les Français votent en connaissance de cause. Est-ce que le président de la République doit parler aux Français ? Oui, le président de la République parle régulièrement aux Français. Je crois qu'il doit le faire sereinement, là encore, mais qu'il doit dire un certain nombre de choses. Vous savez, quoi ? Le chômage baisse. L'inversion de la courbe du chômage est une réalité. Les Français ne le croient pas. Aujourd'hui, la bataille de Mossoul est engagée et grâce à l'action de la France, avec ses alliés, nous allons pouvoir avancer. Le démantèlement de la jungle de Calais, qui est un honneur pour la France, un honneur pour la gauche, a été réalisé. Il n'y a plus personne autour de Calais. Eh bien, tout cela, le président doit dire des choses. Et puis, il doit aussi dire aux Françaises et aux Français, aux socialistes, s'expliquer sur le doute qu'il a pu avoir sur ce bouquin. Mais voilà, le bouquin, c'est il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Et c'est pas si loin, hein, 3 semaines. Oui, d'accord, mais... Ça nous laisse le temps de le lire, oui, c'est 650 pages quand même. Oui, vous savez qu'il y a encore 1500 mineurs isolés qui vont peut-être gagner le Royaume-Uni. Ça m'intéresse plus que de savoir ce qu'il y avait à la page 28 de ce livre. Est-ce qu'il faut que le président de la République annonce plus vite sa décision, justement pour mettre un terme à ces états d'âme au sein de votre famille politique? Non, je ne crois pas. Moi, je veux d'abord dire à mes amis socialistes, arrêtons avec les états d'âme, travaillons. Et le président de la République, c'est le maître du temps, c'est le maître des horloges, c'est les institutions qui donnent cela. Donc il a dit depuis longtemps, et tout le monde a trouvé que c'était bien comme timing, qu'il prendrait sa décision, qu'il la donnerait en tout cas, qu'il la livrerait aux Français le 15 décembre. Attendons le 15 décembre. Quand vous me dites ce matin, je dis à mes amis socialistes, est-ce que c'était Manuel Valls dans le lot? Ce matin, il va y avoir un rendez-vous qui risque d'être peut-être un peu tendu entre le président de la République et son Premier ministre, puisque le Premier ministre a eu des propos assez raides à l'endroit du chef de l'État. Est-ce que sa loyauté fait défaut? Non, sa loyauté ne fait pas défaut. Et comme toutes les semaines, le président et le Premier ministre se rencontreront, ils discuteront. Manuel Valls est un Premier ministre loyal qui est à sa tâche, comme l'a dit le président de la République. Il doit continuer à l'être et les choses doivent avancer. Donc, vous savez, les relations entre ces deux hommes. Non, il n'a pas parlé. Il a dit j'ai entendu des militants qui m'ont dit. Voilà. Donc peut-être certains militants peuvent éprouver cela. Ce n'est pas mon sentiment. Moi, ce que je demande aux uns et aux autres, comme l'a dit le président de la République, c'est d'être à leur tâche. Et le Premier ministre joue un rôle important dans le dispositif. Il voit toutes les semaines le président de la République, plusieurs fois. Ils ont des discussions, très bien, tant mieux. C'est normal, il faut faire tourner le pays. Parce que ce qui compte, Caroline Roux, avant toute chose, c'est la France. C'est de faire avancer la France, c'est de continuer à gérer la France. Nous ne pouvons pas être comme la droite qui est dans l'opposition, uniquement dans les petites phrases, dans les débats politiciens. Nous sommes là pour faire avancer la France et la France avance. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un débat aujourd'hui au sein de votre famille politique pour savoir qui va conduire les couleurs du Parti socialiste à la prochaine présidentielle? Est-ce que vous l'entendez? Je l'entends depuis 2012. Depuis 2012, il y a ce débat. Depuis 2012, il y a des frondeurs. Depuis 2012, il y a des gens qui disent la politique qui est menée n'est pas la bonne, il en faut une autre. Aujourd'hui, certains se posent la question, est-ce que François Hollande va y aller ou ne va pas y aller? Rendez-vous le 15 décembre. Vous vous posez la question ou pas? Rendez-vous le 15 décembre. On n'a pas, nous, à se dire est-ce qu'il va y aller ou ne va pas y aller. Nous devons préparer les choses, le dispositif pour avancer, pour que nos couleurs soient les plus fortes possibles à l'élection présidentielle. Didier Guillaume, qui voulez-vous sauver? Le président de la République? Le Parti socialiste? La gauche? Non, la France. La France est aujourd'hui entre de bonnes mains, je le pense. Aujourd'hui, peu importe ce qui se passera au Parti socialiste, vous savez, les gens se fichent des congrès divers et variés. Moi, ce qui m'importe, c'est que la gauche de gouvernement, la gauche sociale écologique, sociale réformiste, continue à gérer ce pays. C'est important pour la France et les Français. Au moment où on nous annonce, dans le programme de la droite, la fin des fonctionnaires, la retraite à 65 ans, nous voulons garder notre modèle social. Nous avons fait la prime d'activité. Nous avons baissé les impôts pour 12 millions de foyers fiscaux. Nous voulons garder ce cap. Il est difficile, mais nous allons avancer. Loyal, fidèle jusqu'au bout. Merci. Combatif. Combatif. Allez, merci Didier Guillaume. C'est à vous Thomas. Merci à tous les deux. Et non, c'est pas la laïcité du tout, c'est la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Oui, vous connaissez la devise, hein, liberté, égalité, fraternité. Alors, liberté, on n'a pas trop à se plaindre. Égalité, on fait ce qu'on peut. Et fraternité, il faut dire qu'on n'est pas franchement toujours au top. Et c'est peut-être pour ça que le mouvement Fraternité Générale lance aujourd'hui quelques 500 actions culturelles. Alors, il y aura des concerts, il y aura des terrasses musicales, des expos photos, des expos sur l'art urbain. Vous verrez tout le programme dans La Croix ce matin. Ça va durer jusqu'au 10 novembre. C'est un mouvement complètement oui, c'est gratuit. Spontané, Et c'est gratuit.
ma foi, bon, ça vaut le coup d'être tenté. Alors, parce que la fraternité, en ce moment, c'est franchement pas ce qu'on exprime le mieux. Même le pape François donne un peu l'impression de rétro-pédaler. Le voilà qu'après avoir encouragé les Européens à ouvrir largement leurs frontières, eh bien, il appelle à la prudence. Accueillir, oui, mais il faut intégrer, donner une maison, un travail, une école, sinon on créera des ghettos, dit-il. Alors il est marrant le pape parce que des ghettos, on vient d'en démanteler. Comment vous y allez, vous? Bah oui, mais on vient d'en démanteler un de ghetto et vous allez voir que rien n'est simple. Il faut lire d'ailleurs le papier de Caroline Beyer sur le site du Figaro. Il y est question des mineurs isolés étrangers qui ont été évacués de Calais. 200 mineurs ont donc été transférés vers des centres d'accueil. Ouais. Parmi eux, 22 ont atterri près de La Rochelle, à Fouras. Et si vous allez à leur rencontre, eh bien vous n'en verrez que 11. Les 11 autres se sont déjà évaporés dans la nature, du jour au lendemain. En fait, on les a éloignés de leur objectif, parce que leur objectif, c'est l'Angleterre. D'aller rejoindre la Manche. En Meurthe-et-Moselle, situation identique. Sur 40 mineurs arrivés, 19 ont finalement choisi de repartir très rapidement. Vous verrez ça dans l'Est républicain. La question des MIE, les mineurs isolés étrangers, semble franchement inextricable. Selon l'UNICEF, certains sont contraints de se prostituer. C'est un sujet de tension entre Londres et Paris, parce qu'un mineur isolé coûte 50 000 € par an, nous apprend le site du Figaro. Paris voudrait que les Anglais accueillent ceux qui ont de la famille outre-Manche, mais Londres ne veut pas créer d'appel d'air. Selon Terre d'Asile, seuls 5% des mineurs isolés veulent rester en France. Alors, l'autre sujet récurrent en ce moment, on le retrouve à la une de La Croix, de Ouest France ou encore de Libération, eh bien, c'est la course à la Maison-Blanche. Ce n'est d'ailleurs plus une course, c'est carrément un combat de rue. Libération n'a jamais rien vu d'aussi dingue et aborde le sujet sous un angle original. Ça se résume en 3 mots, vu de l'étranger. Eh bien, sachez que le monde est globalement tétanisé. C'est-à-dire que Libération fait le récit de diplomates abasourdis. D'un côté, une Hillary qui est sensible aux sirènes des faucons démocrates, de l'autre, un Donald tout en désinvolture et totalement ignorant des affaires du monde. Cette élection passionne, pour de mauvaises raisons, certes, mais elle passionne. La preuve, on trouve des poupées à l'effigie de Donald et d'Hillary jusqu'à Moscou. C'est sur la gauche de votre écran. Quant à ce mur peint à droite, on le retrouve en Lituanie, à Vilnius. Poutine et Trump s'embrassant sur la bouche. Ça rappelle d'ailleurs le célèbre dessin du mur de Berlin avec Brejnev et Honecker. J'ai demandé à Philippe de nous le montrer. Je ne sais pas si on peut le voir. Oui. Non, le précédent. Côté. Je demande à la régie si jamais vous avez Brejnev, Honecker disponible. Non, bon. Le voilà. Le vous voyez, voilà. vous pouvez le voir sur le mur de Berlin, à Berlin, à un endroit qui s'appelle East Side Gallery. Alors, autre illustration, on les a aperçus de cette passion planétaire. En Inde, les conservateurs hindous soutiennent Trump car il est anti-musulman, ça c'est sur la gauche. Au centre, vous avez au Mexique que Trump qui est caricaturé, moqué, honni pour son projet de mur. Et puis en Israël, des affiches vantant les mérites de Trump. On ne vote pas en Israël pour l'élection américaine. Cela dit, globalement, le monde a moins peur d'Hillary Clinton que de Donald Trump, une tendance que l'on retrouve dans tous les pays sondés. Regardez, ce graphique dit l'essentiel. À gauche, la confiance qu'inspire la politique internationale d'Obama. Au milieu, la confiance qu'inspire Clinton. Et à droite, la confiance qu'inspire Trump, qui réalise de bons scores en Italie, en Hongrie et en Chine. Mais il reste toujours derrière Hillary Clinton. Merci beaucoup. Les gars, j'ai trouvé du boulot. Je vais gagner des millions. Approchez tous, on va boire l'apéro. On vous parle souvent d'économie numérique, mais là, Laura du web ce matin nous a trouvé quelque chose de particulièrement brillant. Pourquoi? Parce que cela va vous rendre service, et en plus, ça va être créateur d'emplois. Oui, c'est une nouvelle façon d'aborder le marché de l'emploi. C'est une sorte, on parle beaucoup d'ubérisation. C'est un mot qui maintenant est presque commun à tous. Mais là, c'est un peu le même système avec l'emploi. Mais on avait déjà parlé dans Télématin de sites qui mettaient en relation des personnes qui recherchaient quelqu'un pour des petits boulots et des personnes qui voulaient arrondir leur fin de mois. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'autre chose puisque ça met en relation vraiment des professionnels, donc des artisans, des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs avec des personnes qui ont besoin d'eux. C'est plus le petit job qu'on cherche comme le babysitting, c'est un vrai boulot. Et l'idée, évidemment, c'est de trouver quelqu'un tout de suite et près de soi. Quand vous cherchez un entrepreneur pour faire de la peinture, au lieu d'aller prendre quelqu'un qui habite à 50 km, ben là, vous allez voir tous les entrepreneurs qui sont
près de chez vous et qui ont des tarifs compétitifs, puisque l'idée, c'est aussi de faire, entre guillemets, une bonne affaire à la fois pour celui qui recherche un emploi et pour celui qui demande un emploi. Donc, on est dans la compétitivité, dans le professionnalisme. Tout est trié sur le volet. C'est-à-dire que c'est vraiment un site sécure. C'est pas, on vient pas comme ça s'inscrire sur SOS Jobber, parce que c'est le nom du site. Il faut montrer patte blanche et montrer qu'on est un vrai professionnel avec des qualités. Et ensuite, évidemment, il y a un retour de celui qui a fait appel au site. Et s'il n'est pas content, il le mentionne. Il le dit, il le note sur la personne auquel il a fait appel. Voilà, c'est ça. En fait, c'est comme pour voilà, le service de VTC ou même pour les voyages. On note et on dit si on est content et si on est satisfait. Exactement. Donc nous sommes allés rencontrer le cofondateur du site qui va vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. SOS Jobber, c'est une plateforme de confiance qui met aujourd'hui en relation les utilisateurs qui ont besoin d'un service particulier, exemple un cours de yoga ou une réparation immédiate, et des jobbers qui sont à la fois des auto-entrepreneurs ou des artisans. Ces deux communautés interviennent sur cette application et sont directement mis en relation. Ça permet évidemment pour l'utilisateur qui a besoin d'un service d'avoir instantanément des retours sur des prix ou des devis, de choisir son jobber en fonction à la fois de ses capacités, de ses compétences et surtout du prix. Bonjour, vous allez bien? Enchantée, oui, merci. Les personnes qui viennent sont forcément certifiées et d'autre part, nous garantissons évidemment le satisfait remboursé, quoi qu'il arrive. Notre application propose 270 métiers qui vont de l'esthéticienne au réparateur, au livreur ou au cours de maths. L'essence même de l'application, c'est au quotidien. Pour être en règle vis-à-vis des lois en France, il est évident qu'il nous faut un statut, ou bien auto-entrepreneur, artisan ou indépendant. Nous ne prenons pas des personnes qui n'ont pas ce statut pour pouvoir travailler ou réaliser ces missions. Administrativement, c'est simple. Le jobber s'inscrit sur la plateforme, nous certifions son profil en l'interrogeant, en lui posant des questions très importantes qui sont pour nous essentielles avant de l'envoyer évidemment faire des missions. Du côté administratif, nous prenons en charge l'intégralité de la mission jusqu'au paiement sur son compte bancaire de la mission. Et pour l'utilisateur, c'est simplement le fait d'avoir posé sa carte de crédit à l'intérieur de cette application et nous gérons tout le reste. C'est un côté sociétal aussi, parce que nous sommes là aussi pour redonner du travail. Du travail selon la géolocalisation où vous vous trouvez. Donc il est évident qu'il est plus simple de trouver un artisan ou un auto-entrepreneur à proximité de chez vous que de le faire venir à plusieurs kilomètres du point de la mission. Donc si j'ai bien compris, j'ai besoin, admettons par exemple d'un professeur de mathématiques, donc je vais sur ce site, je trouve le prof de maths et je ne le paye pas, vous rentrez votre numéro de carte bleue sur l'application et c'est le site qui se charge de régler le professeur de maths que vous allez employer. Donc le paiement est évidemment très sécurisé et il n'y a pas de risque. Ouais. Non, c'est une très bonne idée. Il y avait plein de petits sites qui existaient avec des domaines. Alors, on cherchait des maquilleuses, on cherchait des profs de maths, on cherchait quelqu'un pour faire ses travaux. Mais c'est la première fois qu'il y a une plateforme qui réunit tous les corps de métier. Vous avez vu, plus de 270 métiers, c'est énorme. Ah, c'est une sorte de pôle emploi bis géolocalisé. Ne dites pas ça parce que non, voilà. là, il va y avoir des problèmes. D'accord, on ne dit pas ça. C'est complémentaire à Pôle emploi. Bien sûr. Merci infiniment. La météo, oui, tout de suite. Avec Nathalie Griouet, c'est parti. On reste dans la science, parce que figurez-vous que Laura du Web a justement des nouvelles de ce côté-là, avec, je crois qu'il est question de tatouage, Laura. Il est question de tatouage, Thomas, et des tatouages intelligents. Donc, selon les études de l'Université de San Diego en Californie, désormais, vous allez pouvoir vous faire tatouer comme ceci, et on pourra connaître votre taux d'alcoolémie dans le sang. Oh. Eh oui, c'est ce qu'ils promettent. En tout cas, c'est scientifiquement prouvé selon les dires de cette université. Donc, avec votre transpiration, on va pouvoir savoir si vous avez bu un petit peu, modérément ou trop bu. Et bien sûr, un message va s'afficher sur votre smartphone pour vous dire si vous êtes en état de conduire. Voilà, donc un pas en avant, mais il faut vérifier ça quand même. C'est magnifique. Je ne suis pas sûr que tous les C'est assez alcooliques élégant, un petit tatouage comme ça, doré sur le bras. le tatouage en marche, mais c'est magnifique.
Dans quelques jours, du 13 au 17 novembre pour être précis, nous allons avoir une période de grande marée avec de gros coefficients. Alors si vous rajoutez à ça éventuellement des tempêtes, eh bien la mer va ronger nos côtes. C'est pourquoi Laurence Beauvillard, notre spécialiste scientifique, est allée à la rencontre de la personne qui est responsable des plages de l'île de Ré pour lui demander comment éviter justement cette érosion du littoral. Cet homme est un philosophe. Il se bat contre le temps, le vent et les vagues. Mais il sait qu'il ne gagnera jamais. Depuis 15 ans, grâce à son ingéniosité, Philippe Pouvel piège des mètres cubes de sable. Il protège et consolide les dunes et les plages de l'île de Ré. Vous avez votre côte qui rentre en érosion, donc vous allez avoir une entaille comme ça. Votre côte recule. Pour lutter, vous avez une première possibilité, c'est de mettre un épi. C'est-à-dire que vous allez mettre des pierres que vous allez ancrer un peu sur l'arrière et de faire en sorte que le courant qui longe les côtes, en fait, et qui transporte le sable, vienne heurter cet obstacle pour déposer du sable, de telle manière à ce que votre trait de côte se referme. Le revers de la médaille, c'est que quand votre courant va contourner l'obstacle, il va se trouver comprimé, il va donc se réaccélérer. Et à ce moment-là, il va créer une érosion de l'autre côté de l'épi. Alors après, la solution, c'est de dire on va remettre un épi, etc., etc. Et souvent, on se retrouve comme ça avec des côtes qui sont bardées d'épis pour simplement lutter contre l'érosion sur un point donné. Philippe Pouvel a trouvé ses solutions. Il piège le sable apporté par les vagues grâce à des filets destinés normalement à protéger les parkings de l'ensablement. C'est la première fois qu'on l'utilise en fait vraiment au front de mer comme ça, avec une attaque directe de la houle dessus. La mer est ici, les vagues déferlent comme ça. D'accord. C'est-à-dire que vu de dessus, on va créer une boucle. Ces poches formées par des filets sont remplies de sable et de bois. Elles vont devenir un obstacle aux vagues. La vague s'effondre, en s'effondrant, elle va déposer du sable. Progressivement, vague après vague, et comme ça, on arrive à recouvrir le filet. Une autre stratégie consiste à piéger le sable porté par le vent. Des petits piquets de châtaignier, en fait, qui sont reliés entre eux par des fils de fer. Donc, à la base, ils font 1,20 m de hauteur. Ça fait 2 ans qu'on les a posés et il nous reste en gros une quarantaine de centimètres. Donc on a gagné 80 cm de sable. Le sable qui est transporté par le vent passe au travers. En passant au travers, on a une chute de la vitesse du vent qui est freinée par ces petites lames. Et à ce moment-là, le sable retombe derrière. C'est tout bête ça comme truc. C'est tout bête mais c'est super efficace, quoi. C'est là qu'a été tourné une grande partie du jour le plus long. Et pour les besoins du tournage, ils avaient fait une avancée en mer en fait depuis la plage, depuis l'accès qu'on a là, et qui était énormément perturbatrice en fait sur le trait de côte, puisqu'on avait des reculs de la dune de 5 à 6 mètres à chaque grosse tempête. Il y a 2 ans, l'avancée de pierre a été détruite et remplacée par un escalier amovible en bois. Et on voit tout de suite les bénéfices de l'opération. Au bout d'un an, on avait déjà gagné 1,45 m de hauteur de plage. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les blocos glissent vers la mer. Aujourd'hui, leur emplacement pose des problèmes environnementaux. Donc ils provoquent en fait une perturbation. Ils travaillent comme un épi là. Ça veut dire que les courants, ils arrivent par là, c'est ça? Les courants arrivent par là, tournent autour du blocos en accélérant. Et à ce moment-là, ils vont aller taper dans le pied de dune. Les pelleteuses pneumatiques sont déjà là, car pour préserver ces côtes de l'érosion, la communauté de communes de l'île de Ré a choisi de se débarrasser de 4 bunkers. C'est un gros travail car les Allemands les avaient construits pour qu'ils durent plus de 1000 ans. Mais avant qu'ils disparaissent, ils ont été numérisés. Comme ça, il sera possible de les visiter virtuellement. Et d'ici peu, ce trait de côte du littoral devrait récupérer l'apparence qu'il avait il y a 70 ans. Bonjour Anna, bonjour Frédéric. Bonjour. Miroir, mon beau miroir, suis-je le plus beau aujourd'hui? Eh bien, nous allons nous poser cette question, mais attention, pas avec un vulgaire miroir que vous avez peut-être, là vous êtes peut-être dans votre salle de bain devant votre miroir. Non, avec des miroirs à l'ancienne, au mercure, qu'on ne fait plus. Et vous avez rencontré l'artisan qui justement en fait encore. Mais oui, c'est vraiment, c'est Louis XIV qui a voulu que la France devienne voilà, que le rayonnement de la France passe par celui de ces miroirs. Ouais. Il y a même des légendes, arrêtez-moi si je me trompe, qui dit que des espions ont été envoyés jusqu'à Venise, des sacs d'or pour s'approprier ce savoir-faire incroyable. À l'époque, c'est complètement politique de maîtriser ce genre de choses. Et alors du coup,
Voilà, il crée la manufacture des glaces. Et là, la France devient le pays dans lequel on produit ces grandes glaces qui, à l'époque, ça tient de la magie. Il faut bien imaginer. Aujourd'hui, on a l'habitude, les miroirs sont partout. Oui. Mais à l'époque, pouvoir mettre face à face des miroirs et créer son reflet à l'infini comme ça tient de la magie, vraiment, purement. Les cabinets des miroirs, c'est là où tout se passe, où on reçoit les gens les plus importants, parce que c'est comme rentrer dans une pièce magique. Et puis Louis XIV, on connaissait son peu de narcissisme, donc effectivement, on comprend pourquoi cette galerie avec tous ces miroirs a été Exactement. constituée à Versailles. Et alors les miroirs en mercure, ils ont été vite interdits parce qu'on connaît la toxicité de ce produit, donc c'est à la moitié du 19e. Mais il y a, bon, la Mecque, c'est évidemment la galerie des glaces à Versailles, c'est 357 glaces comme ça, c'est énorme. Elle a été restaurée. Et on a demandé pour ça à un homme, il s'appelle Vincent Guerre. Il est le seul au monde à détenir cette collection incroyable de miroirs au mercure. Il faut évidemment, puisqu'on ne les produit plus, il faut les chiner à travers le monde. Et il a une collection absolument incroyable, un savoir-faire complètement fou. On l'a rencontré dans son atelier de Paris, dans le 9e arrondissement, et vous allez voir qu'il perpétue les gestes antiques. Dans cet atelier, nous travaillons à base de matériaux anciens, ce qu'on appelle les miroirs au mercure, qui est un miroir qui n'existe plus en fabrication depuis les années 1850-1860, qui a été remplacé par les miroirs traditionnels à l'argent qu'on trouve aujourd'hui. Et nous essayons de reconstituer des décors, tant sur des cadres en bois doré que dans des dessus de cheminée, des trumeaux, des carreaux de porte et dans des monuments historiques. On n'utilise absolument plus le mercure, donc on ne récupère absolument pas le côté réfléchissant d'un miroir quand on le restaure. Par contre, s'il a eu des accidents mécaniques, des traces, des arrachements, on vient travailler là-dessus de manière à les transformer en piqûres, les transformer en oxydation et de rendre l'accident matériel invisible en le faisant ressembler à une vicissitude de l'histoire. Alors, la technique de découpe de miroir, en fait, n'a pas beaucoup changé depuis l'époque romaine, à l'époque à laquelle on trouve les premiers verres plats. L'idée est, sur une surface plane, de venir rayer cette surface plane avec un outil. Alors, à l'époque romaine, c'était un bout de diamant ou un bout de pierre extrêmement dur. Tout ça a un petit peu évolué. Maintenant, on a des roulettes avec des bases de carbure de tungstène qui sont extrêmement dures. On vient tracer le long de la ligne que vous voulez découper. Et ensuite, on vient briser le miroir. Et la brisure est censée, je dis bien censée, suivre la ligne que vous avez tracée. Tout le savoir-faire de l'artisan est là. Mais c'est un geste extrêmement classique qui n'a absolument pas changé depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Les gravures que je suis en train de manipuler sont des gravures qui datent de la fin du XVIIe siècle. Et ces choses-là nous servent de référence permanente quant à la restauration et à la restructuration de miroirs anciens. Encore une fois, ce dialogue permanent à travers les âges et cette espèce de respect et de passation de connaissances. Notre atelier, par sa spécialisation, est amené à intervenir dans des endroits plutôt de qualité en général. On m'a demandé de travailler sur le chantier de restauration de la Galerie des Glaces à Versailles. Donc on a changé 48 miroirs sur les 357 qui avaient été soit mal restaurés ou qui étaient encore cassés ou qui étaient plus aux bonnes dimensions ou qui n'avaient surtout plus la bonne couleur. La Galerie des Glaces représente un rêve total de miroitier. Ça a été un cauchemar au début quand on me l'a proposé parce qu'il y avait un cahier des charges qui était absolument énorme. Mais une fois que vous y êtes dedans, vous rêvez que d'une seule chose, c'est pouvoir retourner tous les matins, vous garer devant la Galerie des Glaces, de regarder les canards s'envoler sur le lac et de partir travailler dans le plus bel endroit du monde. Les miroirs n'ont peut-être pas une mémoire, mais en tout cas, ils ont une réflexion. On sait qu'ils ont vécu avant, on sait qu'ils vivront encore après. On est juste là pour y amener notre savoir-faire. Ils vous rendent à la fois bien et puis à la fois ça casse. Donc si vous n'êtes pas très humble devant la matière, ça ne fonctionne pas. Nous avons un gros débat sur le plateau pendant la diffusion du reportage. Alors, quelle est la différence réelle entre donc, les miroirs à l'ancienne au mercure et puis nos miroirs actuels? Mais c'est énorme la différence pour moi, enfin pour tout le monde d'ailleurs. C'est pour ça que les gens courent après Vincent Guerre. C'est exactement la même différence qu'entre une photo à l'argentique ou au numérique. Bien sûr, c'est parfait le numérique, mais le charme, la profondeur de la pellicule, rien n'égale ça. Et c'est exactement ce qui se passe avec les miroirs. Les miroirs modernes, d'ailleurs, vous savez par qui ils ont été inventés? Non. Par le baron von Liebig. Oh, il a fait la soupe lyophilisée et les miroirs modernes par
par Argenture. C'est-à-dire que c'est un autre, il n'y a plus de mercure, c'est fini. Et on retrouvera Vincent Guerre qui restaure un des plus beaux hôtels palaces parisiens de la place de la Concorde. On peut visiter son atelier à Vincent? Non, d'accord. Enfin, avec nous, oui. Et comme ça, c'est clair. Donc vous pouvez le visiter grâce à Télématin, mais si vous allez sonner chez Vincent, il va vous dire non, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça travaille, vous voyez? Oui, voilà, c'est ça. Oui. On l'embrasse bien fort d'ailleurs. Merci beaucoup, Anna. Maintenant, on va passer... Myriam Sera, nous allons partir à Berlin. La musique que vous entendez, c'est la musique du documentaire que Wim Wenders a consacré à l'immense chorégraphe Pina Bausch. Figurez-vous qu'il y a une exposition qui retrace sa carrière et vous êtes allé la visiter pour nous. Effectivement, bonjour Myriam. Thomas, bonjour à tous. Le Martin Gropius Museum, Martin Gropius Bau à Berlin, consacre effectivement une rétrospective sur cette grande dame de la danse. Il s'agit effectivement de Pina Bausch, une dame de la danse qui a donné corps à des scénographies incroyables, mais surtout qui a donné naissance à un nouveau style qui a complètement bousculé toutes les habitudes des spectacles de danse qu'on peut connaître. Il s'agit du théâtre dansé ou de la danse-théâtre, c'est comme on veut. Alors, Pina Bausch a disparu brusquement en 2009, mais malgré tout, ses chorégraphies sont jouées sur les plus grandes scènes du monde entier encore aujourd'hui. Et même si à ses débuts, elle a été complètement boudée par le public, le succès de ses créations reste international et surtout, elle reste une influence incroyable dans le monde du cinéma, mais aussi évidemment dans le monde de la danse et du théâtre. Alors voir un spectacle de Pina Bausch, c'est une expérience. Déjà à cause de la mise en scène qui est incroyable, mais parce qu'aussi elle nous propose toujours de nouvelles possibilités poétiques. Elle nous parle d'elle-même, de sa vie, mais elle nous parle aussi de nos peurs, de nos espoirs et de l'amour. Et en tout ça en même temps. Ouais, tout ça en même temps. Magnifique. Tout ça en même temps. Donc, il y a eu d'ailleurs un film de Wim Wenders splendide qui s'appelle Pina Bausch. C'est ça. Pardon, oui, je vais arriver dans ma tête. Le corps était là, mais l'ensemble du bonhomme n'était pas complètement... C'était le lancement de Thomas. Ça a été le lancement, monsieur. Le film est incroyable. J'ai découvert comme ça. Oui, c'est très beau. Alors, ce qui est génial en plus dans cette exposition, c'est que le musée a voulu qu'on soit au plus près de l'expérience de Pina Bausch. Donc, ils ont recréé en plein milieu de l'exposition sa salle de répète de Wippertal. Et il y a des membres de son équipe, de sa troupe, qui donnent des cours comme ça, toutes les demi-heures à des visiteurs. Donc, c'est génial. On apprend une chorégraphie de Pina Bausch et ensuite on danse dessus avec un écran géant. Et enfin, vraiment, on touche au plus près Pina Bausch et sa danse et c'est magnifique. Donc, je vous propose de découvrir l'exposition qui se trouve à Berlin. Pina Bausch reste une des figures centrales de la danse contemporaine. Avant d'exercer comme chorégraphe, elle se révèle être à 15 ans une danseuse talentueuse. À peine sortie de l'adolescence, elle intègre le Metropolitan Opera de New York. Une opportunité qui lui a permis de rencontrer un bon nombre de chorégraphes émérites. Pina Bausch était très créative et va révolutionner la danse en imposant une danse-théâtre, un mélange des deux genres, où elle donne la parole à ses interprètes. Un style assez surprenant, mais novateur. Elle a su nous surprendre en créant des scénographies hors normes. Et n'hésitez pas à ramener des éléments de l'extérieur à l'intérieur sur scène, comme la pierre, le gazon ou l'eau. Imaginez la prouesse technique pour apporter 8000 litres d'eau sur scène maintenue à 20 degrés. Pina aimait confronter ses danseurs à tous ces éléments naturels. Une contrainte qui entravait parfois leurs mouvements. Mais c'est tout le propos du travail de Pina. Café Müller est un des chefs-d'œuvre de la chorégraphe. Créée en 1978, c'est une des pièces les plus personnelles de Pina Bausch, où elle relate la solitude, les blessures intimes, mais surtout son enfance passée sous les tables du café de ses parents, à observer les mouvements ou à écouter les conversations des clients. I knew a man, Bojangles, and he danced for you.
La pièce maîtresse de l'exposition est la reconstitution du Lichburg, la légendaire salle de répétition de Pina Bausch, installée dans un vieux cinéma de la ville de Wuppertal. Cette salle était bien sûr le lieu de rencontre avec les membres de sa compagnie, des danseurs avec lesquels Pina a noué des liens extrêmement forts. Très jeune, Pina Bausch se distinguait par ses mouvements de danse très élégants. Sur scène, elle sortait du lot. Pina Bausch nous rappelle que le langage corporel est universel et danser permet de parler de la vie. Une merveille à découvrir donc Berlin, hein, si vous passez par là. Exactement, la perfection de la gestuelle alliée donc au jeu théâtral, tout simplement. Donc elle avait une phrase, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la manière dont les gens se meuvent, mais c'est ce qui les émeut. Voilà, ouais. Et ça résume vraiment tout le travail de Pina Bausch. Et ce qui aussi explique que c'était très difficile de refaire une chorégraphie pour les danseurs de Pina Bausch, puisqu'elle concevait ses chorégraphies en fonction des danseurs et en fonction des corps qu'elle avait en face d'elle. Donc, exactement. Effectivement, c'est pas facile. Merci. Que dit le volatile? Et oui, c'était le général de Gaulle qui souhaitait prendre des nouvelles du canard enchaîné avant que le canard, évidemment, sorte le mercredi matin. Eh bien, des nouvelles du canard, vous en avez, Patrice? Nous y sommes, mercredi matin. Oui. Et on va commencer par quelques dessins, puisque les seuls, comment dirais-je, artistes de notre métier sont les dessinateurs. Alors, Valls, il se demande s'il y va, s'il n'y va pas. Valls écartelé, placé face à un drôle de choix. Ou j'y vais pas et je suis rayé de la carte, ou j'y vais et je suis aussi rayé de la carte. Et son collaborateur qui lui dit « Tu dois trouver une troisième solution ». Est-ce que c'est le valse de l'hésitation? On peut dire ça ou pas? On peut le faire. On peut pas le premier, je pense. Bon pour les canards enchaînés. Oui, pour les calembours. Qui pour remplacer Sylvester Stallone dans Rambo? C'est une bonne question. Mouger à la solution. J'ai été appelé. Hein. J'ai été approché en tout cas. Après le refus d'Alex, donc, autre proposition, François Hollande, Rambo 4%. Alex, c'était pas mal en fait. Opinion favorable. Alors, vous savez que la police a été dotée récemment de moyens supplémentaires à n'utiliser évidemment que dans un cadre précis, d'où ce dessin de Fred Touron. Alors, attends, on va le voir en grand, oui. C'est parti. La nouvelle agrafeuse est arrivée, les gars. Attention, attention, on ne s'en sert qu'en cas de légitime défense. Alors, vous avez aimé la COP 21, vous allez adorer la COP 22. Ça commence lundi, c'est à Marrakech. Et le Figaro sélectionne les destinations propres en France et à l'étranger. Propre, c'est-à-dire là où il y a de l'air pur, là où il y a de l'eau pure. Alors, le lac le plus propre en France, quel est-il? C'est marqué dessus, mon capitaine. Non, vous allez voir la photo. Ah, d'accord. C'est le lac d'Annecy. D'Annecy, gagné, bravo. Ah, oui, le lac d'Annecy. Alors, l'eau la plus pure d'Europe, on la trouve là. Un jour de soleil, il faut savoir qu'on peut voir le fond jusqu'à 14 mètres. Hein. Le taux de nitrate est de 1 mg par litre, alors qu'il est de 5 mg dans les eaux de source. Alors, pourquoi c'est excellent? C'est bien parce que le lac ne récupère que les eaux de pluie et les eaux de source. Toutes les eaux usées ont été... on a inventé un système pour qu'elles soient détournées vers les stations d'épuration. Et c'est presque trop bien, parce que pendant un moment, les cygnes et les poissons ne pouvaient plus se nourrir normalement, quoi. Leur alimentation a été perturbée, et puis enfin, ils se sont adaptés. Donc l'eau la plus pure, c'est le lac d'Annecy. La région la plus pure, maintenant, on va voir apparaître la photo. D'Europe ou de France? De France, l'Aubrac. Alors là, on est aux confins de la Lozère, du Cantal, de l'Aveyron. La Lozère qui est le seul département. Il y a beaucoup de cailloux. C'est peut-être pour ça que c'est pur. Oui, je sais bien. Il y a d'autres raisons, parce que c'est le seul département, la Lozère, qui achète moins d'1 tonne de pesticides par an. Et ce chiffre est à comparer aux 200 tonnes et parfois plus qu'achètent une cinquantaine de départements chacun en France. En Aubrac, l'élevage prime sur la culture et ceci explique sans doute cela. Enfin, le ciel le plus clair, où le trouverez-vous? Eh bien, vous le trouverez au pic du Midi, dans les Hautes-Pyrénées. Le site a d'ailleurs été récemment labellisé Réserve internationale de ciel étoilé. Il faut savoir, des réserves de ciel étoilé. Il y a 5 sites de ce genre dans le monde. Il y en a un en Europe et c'est celui qui est au pic du Midi. Ça vous fait rire, la réserve du ciel étoilé. Parce qu'en fait, les étoiles, elles sont tout le temps là. On a pris un morceau de ciel et là, c'est bon, c'est sûr, c'est garanti. une réserve. Magnifique. Alors, à l'étranger, il y a aussi des lieux où l'eau est pure, où l'air est pur. Vous avez le désert d'Atacama, c'est au Chili.
Vous avez la ville roumaine de Cluj-Napoca. Alors, parmi les grandes villes d'Europe... Pas facile, le Cluj-Napoca. Oui. Ouais. Eh bien, c'est celle où l'on respire l'air le plus pur. Poca. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, c'est ça. Voilà, c'est ça. après, quand on l'a dit une fois, Cluj-Napoca. Et puis, vous avez du côté de l'équateur les îles Galapagos. Avec les pattes bleues, c'est normal, ça, c'est pur. Qu'ils aient les pattes toutes bleues comme ça? Oh, c'est la photo, ça. Oui, ça veut dire qu'elles n'ont pas été repeintes. Hein. Elles sont comme ça. Oui, Elles sont bleues, d'accord. Alors, pour terminer, une petite analyse critique de la rédaction de réponses photos. Vous connaissez le principe, vous envoyez votre photo. On vous dit c'est bien, c'est mal. Regardez cette photo, un débarquement de surfeurs. Alors, oui, elle est bien, mais il y a un petit défaut, c'est quoi? C'est que la tête est coupée. Vous devez savoir que lorsqu'on photographie à hauteur d'œil des personnages dans un lieu où l'horizon est dégagé, l'horizon, à tous les coups, va traverser la tête d'un des sujets. C'est le cas ici. Donc la solution, c'est toujours se baisser pour bien dégager l'horizon de la tête. Merci beaucoup, Conseil professeur du jour. Ramden. Conseil du jour. Une enseigne française qui vous propose de la vidéo on demand, comme on dit, VOD. La VOD. Bah oui, elle a eu une très bonne une idée, c'est ça, enseigne Laura. historique qui vend normalement des produits culturels et qui essaye de se mettre justement dans le marché de la VOD. Et ils ont créé une offre assez originale. Ça va être effectif jusqu'au 13 novembre, c'est bien ça. Ça s'appelle « Pourvu qu'il pleuve ». Donc le principe est simple. Lorsque vous voulez regarder un film, vous regardez la météo de votre ville. Et s'il fait un temps pourri, eh bien le film vous coûtera beaucoup moins cher. Donc en fait, en fonction de la météo, les prix baissent. Vous avez une carte et on vous dit voilà, moins 50% à l'est, puisque il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Ou en fond, voilà, moins 10% s'il fait beau. Mais il y a des réductions en fonction du temps qu'il fait. Donc on va croiser. Hein, pour donc il faut demander à Nathalie, là. Mais visiblement, comme on a un week-end assez mauvais, oui, vu ce que Nathalie vous allez avoir nous du moins annonce, 50% sur toute la France. Ça va pas être cher. Merci beaucoup, Laura. C'est le maître qu'on entend là. Voilà, Il Maestro. Voilà. Il Maestro, Ennio Morricone. Et figurez-vous que certains ont eu le plaisir de le rencontrer pour de vrai. C'est de vrai. Le toucher comme ça, comme je vrai. vous touche. En vrai, comme ça, en vrai. Là, il est là. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Cinéma Paradiso, qui est quand même un de ces monuments voilà, dans ses compositions les plus récentes. Ça a 10-15 ans, mais qu'est-ce que c'est beau. Avec mon nom et personne. Voilà. Si jamais vous êtes fan de Cinéma Paradiso, allez écouter la version de de Pat Metheny, un guitariste de jazz comme ça, qui le joue comme ça tout seul à la guitare, c'est à tomber par terre. Voilà. Si jamais vous avez pas une pierre à peu près ici comme ça, vous allez pleurer. Normalement, et c'est beau. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il fête ses 60 ans de carrière à 88 ans quand même déjà, 60 ans de carrière. Toute cette année, il fait une grande tournée où il joue en live. Il se déplace? Il se déplace absolument. C'est lui qui dirige. Il était là fin septembre au Palais des Congrès à diriger un orchestre 170 personnes avec des choristes, machin. Enfin, c'est incroyable. Il fait une petite tournée et il a décidé de fêter ses 60 ans avec un album meilleur d'eux, donc avec une vingtaine de titres, évidemment avec la crème de la crème. Vous les connaissez tous. C'est-à-dire que, de toute manière, sur 600 musiques de films, c'est déjà difficile d'en trouver. Voilà. Et ouais, exactement. L'homme à l'harmonica, il était une fois dans l'Ouest, enfin, Cinéma Paradiso, enfin voilà, le clan des Siciliens. Enfin, imaginez, c'est sans fin. Sur 600 musiques, vous en connaissez quoi? Au moins 100, 150, on va dire. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un morceau que vous avez certainement jamais entendu. Vous allez le découvrir, vous allez être étonné. C'est un inédit. Non, je déconne. Ça, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Oui, absolument, avec Susanna Riachi. Alors, si vous êtes fan, donc il y a le meilleur d'eux qui sort et vous avez un super meilleur d'eux de luxe dans le CD avec un DVD qui est le DVD de l'enregistrement de la musique des 8 salopards, le film de Quentin Tarantino. Et alors, je vais faire mon intéressant. J'étais là le jour où ils l'ont enregistré, c'était à Abbey Road. Et croyez-moi, c'est à tomber. C'était mon Noël à moi. Non mais voilà, il fallait que je le dise. Voilà, parfois, on fait du name dropping et là je fais du record dropping. Au même moment, on était avec Barack Obama. Oui, c'est mais ça. oui. Je ne sais pas qui est Barack et garçon. Michel. Il y avait Michel aussi. Il y avait Michel. C'est dans quel groupe? Non, la classe. Moi, non, mais faut voir parce qu'il faut le voir diriger. En plus, c'est extrêmement drôle parce que je vous fais en 2 secondes. Comme tout le monde, on a jusqu'à 17h là. Oui, ça s'arrête.
Le jour de l'enregistrement, il vient donc à Abbey Road, le studio à Londres, le studio mythique, machin, les Beatles, tout ça. Il vient avec son orchestre italien. Et quand on lui demande, mais pourquoi il y a d'excellents, il y a le LSO, le London Symphony Orchestra, il y a d'excellents musiciens anglais, pourquoi vous venez avec vos Italiens? Il fait, comme ça, je peux leur parler. Et croyez-moi, pendant l'enregistrement, il y a un oboïste qui galère un peu à un moment donné. Il l'a savonné en italien. On comprend pourquoi il amène ses musiciens à lui. Voilà. Mais Parce bon, qu'il là- parle pas anglais, hein, faut Non, le dire. il parle pas anglais. il parle- Et avant, il voyageait pas du tout, il voulait pas. Il disait, mais pourquoi? Non. C'est vous qui allez venir à moi, c'est pas moi qui vais aller me déplacer. Et aussi parce que quand on fait l'interview chez lui, quand il n'est pas content, il se lève, il fait merci. Et voilà. Moi, il a fait l'interview chez lui, je peux vous dire que vous êtes là, vous avez les miquettes, vous êtes là, ouais, j'espère que je vais pas dire de bêtises. Alors, on Bien, continue. Ça va durer des heures, hein, je peux bien Non, tout non, non, on arrêter est bien. tout le reste, la météo, machin, tout ça, On est ça très va durer bien, des on est plombs, très bien, Voilà. et on passe à... Je suis chaud bouillant là. Non, L'allochifrine, mon deuxième dieu vivant, l'allochifrine. Alors là, c'est la fête, c'est le mois l'allochifrine. Pourquoi? Vous avez la sortie d'un coffret. Voilà, The Sound of l'allochifrine. L'allochifrine, je vous rappelle juste que c'est Mission Impossible, Manix, c'est le Luc la main froide, c'est des tonnes, des boulites, j'allais oublier. Ah, Luc la main froide, je savais pas. Ah oui, c'est splendide. Un petit truc à la guitare, à tomber par terre. Tout vous chantez. Voilà, vous savez quoi? 5 disques dans le coffret, c'est toujours Écoutons le cinéma, c'est une excellente série initiée par Stéphane Le Rouge, grand amateur de musique de film. Et donc pourquoi je vous dis que c'est le mois Lalo? Parce qu'il y a la sortie de ce coffret, 5 CD. Vous avez un hommage à la Cinémathèque le 9 novembre et le 12 novembre, il sera en vrai pour une masterclass et pour un concert hommage au festival de la Baule, festival de musique de film. Donc c'est quand même le mois Lalo-Chiffrine, voilà, avec l'affiche, je crois que ça commence la semaine prochaine. Et vous en avez même un tout petit peu? Je vous ai même un petit bout, c'est cadeau, voilà, ça me fait plaisir. Lalo-Chiffrine. C'est génial, hein. Et c'est lui qui était au piano. C'est lui qui était au piano avec la petite veste béjasse comme ça, un peu crème. Voilà. Magnifique. Lalo-Chiffrine. Voilà. Et vous étiez aussi là, évidemment. Eh ben, cette fois-là, non, mais vous savez quoi? On va aller faire son interview. Donc voilà, la semaine prochaine ou la semaine d'après, on vient parler. Donc voilà, Cinémathèque le 9 et le 12 à la Baule. Allez-y, en plus, il va faire beau. Ouais. Oui, bien sûr. Il fera toujours beau. Voilà. Il faut lui dire oui. Et je termine avec Brise de Nice, puisque si jamais la thématique c'était musique de film. Alors la musique du film a été signée par Bruno Coulet, mon camarade, mais vous avez aussi des chansons qui ont été écrites pour le film. Donc par exemple avec Big Flo et Oli, une chanson extrêmement drôle avec Brise de Nice, Jean Dujardin dans le clip. Il y a déjà 9 millions de vues, c'est assez drôle. Mais le film est déjà à plus d'1 million de téléspectateurs. Oui, je le crois, film a plutôt bien marché, mais là, juste sur ce clip-là, vous avez déjà 9 millions, vous allez voir, c'est assez rigolo. Une fois n'est pas coutume, je ne parle pas de musique de film, ce qu'on appelle le score écrit, mais de chansons, regardez, c'est drôle. Pour toi, on me dit souvent arrête un peu, tu vas mettre dans la merde. Tu sais, la vie c'est pas un jeu, tu crois qu'il ferait pareil pour toi. Je pourrais aller en prison même si j'ai rien fait, aller face à mon patron pour lui dire t'es qu'un faible. Je pourrais supporter n'importe quelle pression, transporter un cadavre la nuit sans poser de questions. While my boat is drifting away by the shore of Miami Bay. C'est bien parce que de temps en temps, on essaie toujours de chercher le rapport entre la musique et la chronique. On va vous parler de bien-être et de manger tôt. Et on se disait, et là en fait non, Philippe a dit, j'aime bien cette musique. Et c'est vrai, il a raison, elle est jolie. Alors effectivement, on va vous parler de l'importance de dîner tôt. Pourquoi? Parce que figurez-vous que certaines études ont prouvé que si vous dînez après 20h, ça a des conséquences sur votre charge pondérale. Mais alors là, bonjour Laurence, bonjour. On a envie de vous demander pourquoi. Ça a des conséquences sur la charge pondérale, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire que vous avez un indice plus ou moins important. C'est-à-dire le gras, sur, on va parler clair. Le gras et surtout la ceinture abdominale. Alors dîner après 20h, ça a des incidences énormes et c'est une étude menée par des scientifiques chiliens qui ont analysé les données d'environ 6000 personnes et qui ont conclu que ceux qui dînent tard ont davantage de risque d'être en surpoids que ceux qui dînent tôt, à savoir avant 20h. Alors le dicton populaire, vous le connaissez, on disait manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un pauvre le soir. Non seulement il faut dîner très peu le soir, mais en plus il faut dîner très tôt. L'indice de masse corporelle et la ceinture abdominale sont donc deux facteurs qui ont été analysés. Et d'après les chercheurs, si ceux qui dînent tard sont plus gros, c'est parce qu'en fait notre corps s'est adapté
au fil du temps pour utiliser notre énergie pendant la journée. Et en conséquence, notre métabolisme ralentit complètement la nuit, est au repos et accélère durant le jour. On a soumis cette étude à un nutritionniste. On constate, en tout cas à la brasserie, c'est vrai que la clientèle qui arrive le plus tôt finalement est souvent une clientèle anglo-saxonne du nord de l'Europe. Ils dînent généralement aux environs de 18h. Le fait de dîner tôt permet avant tout de mieux gérer son poids, notamment à travers ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle qui s'avère être mieux équilibré. Cette étude a également mis en évidence le fait que la graisse abdominale était moins importante chez les personnes qui dînaient tôt, et on sait que la graisse abdominale est un facteur de risque cardiovasculaire. La chrononutrition va plus permettre d'adapter nos apports alimentaires et la qualité des nutriments en fonction de la journée. Une alimentation au cours de la journée permet de mieux gérer son poids globalement. Dîner tôt ne veut pas dire ne pas dîner. On sera plutôt vigilant à avoir une dominante végétale, c'est-à-dire des produits céréaliers complets, des légumineuses, des légumes, des végétaux globalement, qui vont permettre d'optimiser la qualité du sommeil et de favoriser l'endormissement. A l'inverse, une prise de protéines animales en grande quantité, donc de viande ou de poisson, peuvent permettre de stimuler l'éveil et donc aller à l'encontre finalement de la phase d'endormissement. Notre mode de vie, effectivement, nous amène à parfois sauter le petit déjeuner, avoir un déjeuner qui va être pris sur le pouce et un dîner social qui est le moment où toute la famille se retrouve, on va prendre le temps et du coup le plaisir de la table. Mais effectivement, d'avoir une alimentation plus concentrée sur le matin et le midi permet, d'un point de vue physiologique, de mieux répondre à nos besoins. Donc il s'agit de trouver un bon compromis entre le plaisir, le côté convivial et l'aspect nutritionnel et physiologique. Ce reportage suscite beaucoup de questions, notamment sur le plateau, parce que nous avons un de nos assistants qui a dit oui, d'accord, mais alors si on mange tôt, on risque ensuite d'avoir faim vers 23h, et donc il faut tout décaler. Comment on fait? Donc soit on se couche tôt, c'est-à-dire avant minuit, aux alentours de 23h, et là on n'a pas faim, mais si on pousse un petit peu, qu'on se couche aux alentours de minuit, c'est vrai qu'on peut avoir un petit creux avant d'aller se coucher, et ça empêche carrément de dormir. Donc le petit creux, c'est quoi? C'est le fruit, c'est la pomme, c'est le yaourt, c'est des trucs très légers qui vous permettent de ne pas empêcher votre digestion. La base, c'est la viande le soir. On oublie, parce que oui, parce que la digestion que demande la viande, c'est plusieurs heures de digestion, donc ça peut hypothéquer complètement la qualité de votre sommeil. Donc, comme Même si c'est de l'onglet? Surtout si c'est de l'onglet ou de l'entrecôte bien grasse. Et comme disait Anthony Berthoud, il vaut mieux privilégier le soir les légumineuses, les choses qui tiennent au corps, mais qui sont très digestes, donc faciles à métaboliser. Donc la carbonara, par exemple, ça c'est bien. La carbonara, alors sans lardon, et puis sans crème fraîche. D'accord. Donc des pâtes. Ça va être super. On sera maigre, mais bon, d'accord. Coquillettes au beurre. C'est très, très Sinon, bien. un petit bidon, c'est pas grave. Les Parisiens sont complètement à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire là, parce que qu'est-ce qui se passe le matin? Le Parisien a peu de temps pour prendre le petit déjeuner. Le midi, qu'est-ce qui se passe? C'est le sandwich vite fait sur le pouce, et on se lâche le soir en disant on va enfin faire un bon repas le soir. Et là, c'est trop tard. On se met à table bien souvent à Paris, dans la région parisienne, après 20h. Dans les milieux urbains, c'est après 20h, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, vous avez bien compris. Sinon, après, vous allez devenir comme je ne sais pas qui. Alors.